Voilà, eh bien, on va clore cette matinée passionnante en évoquant deux figures très importantes du muséum et de l'anthropologie en général, qui sont les deux premiers titulaires de la chaire d'anthropologie, Quatrefages et Ami. Décidément, ça va commencer à m'agacer, ça. Ça vient. Voilà. Donc vous voyez qu'une trentaine d'années les séparent. Quatrefages, c'est un homme de l'époque napoléonienne, et ils ont entretenu des rapports assez filiaux finalement. Et il y a une certaine continuité dans leurs travaux. Ce qui me fait dire qu'ils annoncent la modernité, c'est qu'ils vont intégrer les sciences sociales et l'ethnologie à une démarche qui était avant eux, anatomique. Donc je vais faire un petit rappel, Anne l'a déjà fait, mais de la fondation du Jardin du Roi et des chaires qui ont présidé à sa création. Vous avez ici un des médecins de Henri IV et de Louis XIII, donc on est à l'époque de la fondation du Jardin des plantes, alors des plantes bien sûr médicinales. Jean Rioland, vous le voyez là en train de faire une autopsie avec ses outils derrière lui. C'est lui qui va recommander à Guy de Labrosse de créer ce jardin botanique où seront présents trois chaires, la botanique. Il y aura des grands noms comme Tournefort qui annoncent bien avant Linné la taxonomie des espèces végétales. Vous avez la pharmacie, la distillation des plantes et donc la chimie. Et la troisième chaire, c'est l'anatomie. Et on fait au Jardin du Roi des ouvertures de corps dans un amphithéâtre. Vous avez maintenant l'amphithéâtre de Verniquet qui date de Louis XVI, mais auparavant, il y avait déjà un amphithéâtre où la population pouvait venir assister aux autopsies, où il y a eu d'ailleurs de grandes batailles, par exemple à l'époque de Harvey, qui va démontrer la circulation du sang. Eh bien, il y a des circulationnistes et des anti-circulationnistes, et on se bat dans l'amphithéâtre à coups de cailloux pour défendre les théories anatomiques. C'est vous dire. Alors, il y a beaucoup de médecins qui vont se succéder, notamment Winslow, qui est un grand anatomiste qui a laissé son nom encore à quelques parties du corps, et on lui doit un des premiers travaux d'anthropologie physique, en quelque sorte, puisqu'il va décrire ce crâne, malheureusement que je n'ai pas retrouvé dans les collections, mais ce crâne d'un Amérindien. Par la suite, donc après la Révolution, on aura la création du Muséum d'histoire naturelle et un personnage qui lui aussi est un grand anatomiste, mais pas du tout anthropologue, qui va faire le lien en fait entre le XVIIIe et le XIXe siècle. C'est Antoine Portal. Il a duré à cette chaire pendant pratiquement 50 ans. Il était inamovible. Donc vous le voyez à gauche dans sa période Louis XVI, il était médecin du frère de Louis XVI, de Monsieur, et sa période ensuite napoléonienne. Donc il a fallu quand même à un certain moment transformer cette chaire et introduire notamment l'anatomie comparée. Donc vous avez l'anatomie humaine, Portal reste professeur depuis les Lumières en quelque sorte, et apparaît l'anatomie comparée avec Cuvier. Et puis, après Portal, enfin retraité et mort, on donne la chaire à un médecin. Alors, tous ces gens-là, les anthropologues de l'époque, sont tous des médecins. Souvent, d'ailleurs, ils ont fait leur magistère à la Pitié-Salpêtrière, là où moi-même j'ai fait mes études. Donc il y a cette tradition médicale. Et quand Broca, lui-même médecin, va fonder la Société d'anthropologie, sur la vingtaine de fondateurs, il y a 19 médecins. C'est vous dire qu'on est encore beaucoup dans l'anatomie. Donc voilà Flourens, qui est plutôt un physiologiste. Donc il va, lui, introduire l'histoire naturelle de l'homme. Donc on quitte l'anatomie pour envisager l'espèce humaine en tant qu'espèce animale. Donc c'est déjà un tournant assez important. Bon, je n'insiste pas sur les textes.
Et son successeur, Étienne Serre, va également reprendre, bon, toujours, alors ces gens font partie de l'Académie des sciences, de l'Académie de médecine, ils sont couverts d'honneur, ce sont de grands personnages, hein. Et lui va évoquer, comme on le disait, notamment comme l'a dit Philippe et Marc, bon, la question du plan d'organisation. Donc tout ça annonce l'évolution. Néanmoins, ces deux titulaires de la chaire d'anatomie ne vont pas beaucoup contribuer à l'essai des travaux sur l'anthropologie. C'est après Serre que cela se passe. Donc Serre part occuper la chaire de physiologie et donc on nomme Quatrefages. Et c'est lui qui va, enfin c'est dans son contexte, il était président de l'Académie des sciences d'ailleurs, qu'on va rebaptiser cette chaire d'anatomie, chaire d'anthropologie. Donc déjà, premier tournant vers la modernité. Donc vous avez quelques images de Quatrefages à différentes périodes de sa vie. Alors vous voyez, toujours couvert d'honneurs, de médailles, de cordons, etc. Et bien sûr, statufié, voilà sa tombe au cimetière de Montparnasse. Alors, c'est une période d'effervescence pour la biologie. On a bien sûr Darwin, et c'est la même année que Broca va fonder la Société d'anthropologie, et qu'également, d'ailleurs avec Quatrefages également, la Société d'ethnographie. Elles sont contemporaines. Et d'ailleurs, Quatrefages, assez vite, va être critique sur la Société d'ethnographie, puisqu'il va regretter qu'on n'y intègre pas de la biologie humaine. Alors, un petit mot sur Broca. Pourquoi est-ce que Broca n'a pas exercé au muséum? Eh bien, parce qu'il était né soit trop tôt, soit trop tard. En fait, il a pratiquement 15 ans de moins que Quatrefages et 15 ans de plus que que Ami. Donc, quand il arrive à la science, Quatrefages est déjà bien installé dans son rôle de professeur. Donc, Broca va développer ses propres outils en dehors de la Sorbonne et en dehors du muséum, l'école d'anthropologie, qui a fait un peu naufrage, le laboratoire d'anthropologie et la société d'anthropologie, qui, elle, est bien active. Donc c'est trop tard pour entrer au muséum. Et quand Ami arrive comme successeur de Quatrefages, eh bien Broca a déjà ses propres institutions. Donc, mais ce sont des gens qui entretiennent des rapports très cordiaux, tous intéressés bien sûr par l'anthropologie. Mais Broca reste anatomiste, il n'est pas beaucoup ethnologue, tandis que Quatrefages et Ami veulent insister sur cette dimension culturelle de l'espèce humaine. Et donc, Quatrefages déclare bien comment on va séparer maintenant la médecine et l'anthropologie. Alors, il est auteur de plusieurs ouvrages importants, notamment dès 1861, vous voyez ce livre, L'unité de l'espèce humaine. Eh bien voilà, il dit l'espèce humaine est unique, nous sommes tous très apparentés, il n'est pas polygéniste comme beaucoup en son temps, y compris un peu Broca. Et il va, au cours de sa carrière, écrire un certain nombre d'ouvrages importants sur l'anthropologie, des ouvrages qu'on peut toujours lire avec un certain profit. Et puis, il hérite d'Étienne Serre de collections, Cuvier aussi avait rassemblé en anatomie comparée des collections de crânes humains, etc. Mais c'était vraiment le Capharnaüm. Donc c'est maintenant la chaire d'anthropologie qui va organiser l'ouverture de la galerie d'anthropologie en 1870, qui souffrira d'ailleurs de cette guerre un peu oubliée, la guerre de 70. Il y a quelques obus qui sont tombés sur le muséum. Et c'est ce fonds d'anatomie qui, plus tard, va rejoindre le musée de l'Homme. Alors, je vous ai mis, pour situer le personnage de Quatrefages, parce qu'on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, deux citations. L'une sur les couleurs de peau, où il dit que finalement, les classifications où on en reste à des races, à des histoires de couleurs de peau, de chevelure, etc., c'est exagérer les différences. C'est toujours cette idée de l'unité de l'espèce humaine.
Et puis, notamment, quand les pygmées d'Afrique centrale sont révélés au monde scientifique dans les années 1870 par des voyageurs qui vont au Congo et au Gabon et qui rencontrent un peuple de petite taille. Or, pygmée, c'est une légende homérique, mais en fait, bon, ce sont des gens qui sont un peu petits quand même, et donc on se dit, est-ce que c'est pas un peu des intermédiaires entre les chimpanzés et les humains, ce que pense d'ailleurs encore une partie des gens en Afrique centrale. Eh bien, vous voyez, Quatrefages, toujours très généreux, très humaniste, non, pas du tout, non, ce sont des humains comme vous et moi, il n'y a pas de raison d'en faire des demi-singes. Donc voilà un petit peu pour le personnage de Quatrefages, qui est un peu oublié maintenant, mais qui est quelqu'un de fascinant. Et donc il va léguer en quelque sorte, enfin tout ça se fait par élection, mais à son élève Ami, donc lui-même médecin, lui-même d'ailleurs ancien préparateur de Broca, et vous le voyez là avec un crâne humain. Et donc c'est Ami qui, voyant que le muséum commence à être encombré d'objets ethnographiques, puisque beaucoup de voyageurs, beaucoup de savants naturalistes, quand ils reviennent à Paris, apportent bien sûr des herbiers, des éléments de zoologie, etc., des crânes humains, des momies, mais également beaucoup d'objets. Et donc Ami considère que ces objets n'ont pas leur place dans un muséum d'histoire naturelle, qu'il leur faut un endroit dédié. Et c'est comme ça que Ami va fonder, à la suite de l'exposition universelle de 1878, le MET. Alors le MET, ce n'est pas le Metropolitan, c'est le Musée d'ethnographie du Trocadéro, qui va beaucoup d'ailleurs inspirer, avec cette introduction des arts premiers, les artistes du début du XXe siècle. Alors c'est le Met dans son ancienne formule, celle du vieux palais du Trocadéro, mais il y a énormément de collections. Et puis il y a des expositions temporaires comme celle-ci sur les Indiens d'Amérique du Nord. C'est un endroit qui est très fréquenté, mais malheureusement très peu doté financièrement et qui va connaître des problèmes. Pendant ce temps-là, Ami, vous voyez, lui aussi très décoré, il continue sa carrière et il se consacre de plus en plus à sa chaire d'anthropologie et de moins en moins au musée du Trocadéro, qui va connaître une certaine déshérence. Il s'investit beaucoup dans les sociétés savantes, donc on a déjà vu la SAP, la Société d'ethnographie, mais également ici, Congrès de la Société des Américanistes, puisque son intérêt principal en ethnographie, c'est l'Amérique. Et d'ailleurs, on se souvient encore de lui, ce sont plutôt les américanistes qui cultivent cette tradition des travaux lancés par Ami. Alors lui aussi, il a son monument funéraire à Boulogne, dont il est originaire. Alors là, on ne voit pas très bien, mais il y a une espèce de muse, vous voyez, à ses pieds, qui tient un crâne humain et un céphalomètre. Donc on est quand même encore aussi dans la craniométrie. Alors, après-guerre, là, cette femme, elle a disparu, son buste a disparu, ils ont été fondus, et on a remplacé son buste par celui qui couronne sa tombe au cimetière de Boulogne. Mais on célèbre donc toujours l'héritage de ces deux savants. D'une part, alors, par une œuvre commune. Pour moi, Quatrefages, c'est plus un théoricien, c'est quelqu'un qui a laissé un certain nombre d'ouvrages de réflexion sur l'évolution humaine, sur ses débats avec Darwin, parce qu'il n'est pas darwiniste, donc ça, ce n'est pas un élément de modernité, mais enfin, il a des bons rapports épistolaires avec Darwin. Tandis que Ami, alors Ami, c'est un homme d'action, donc c'est le Met, etc. Mais vous voyez, plus de 1000 publications, ça fait pratiquement un article tous les 10 jours. C'est quelque chose qui n'est dépassé que par le bon docteur Raoult actuellement. Alors, il y a quand même un héritage commun de Quatrefages et Ami, c'est ce magnifique ouvrage qu'on appelle Crania Ethnica, qui est un inventaire de l'espèce humaine actuelle. Alors, il y avait des traditions de Crania americana, etc., qui avaient été lancées notamment par Morton. Morton, c'était un médecin de Philadelphie qui avait commencé à faire une grande collection de crânes, à les mesurer, etc. Morton a été beaucoup critiqué, notamment par Stephen Jay Gould, qui l'a accusé d'avoir truqué les chiffres.
en montrant que les crânes des Noirs étaient plus petits que les crânes des Blancs, etc. Mais en fait, Morton avait vu les choses et on sait maintenant qu'il y a un gradient adaptatif du volume de crâne lié au climat et que plus on va, pour des raisons de thermorégulation, vers le nord, plus la tête est grosse. Donc c'était une fausse polémique en fait. Et donc Quatrefages et Ami, et surtout Ami, parce que Quatrefages est déjà âgé et délègue à Ami, donc Ami va se consacrer à travers cet ouvrage en 2 volumes, dont un volume de planches magnifiques, vous voyez ces gravures, à donc très illustrer, décrire la diversité de l'espèce humaine à travers les crânes et faire un catalogue raisonné. Alors, l'autre héritage, ce sont les continuités des travaux en anthropologie, où on va combiner toujours l'approche anatomique, craniométrique et l'approche culturelle. Donc Paul Rivet, médecin lui-même, américaniste comme Ami en ce qui concerne son intérêt pour l'ethnographie. Donc Rivet hérite du vieux musée du Trocadéro et il va en faire évidemment ce magnifique musée de l'homme. Et à cette occasion, donc, les collections d'ethnographie du Met vont être rejointes par les collections de préhistoire du muséum et par les collections d'anatomie et d'anthropologie physique. Alors vous voyez ici Paul Rivet devant des vitrines de son musée. Et puis derrière lui, vous avez ce personnage un peu chevelu qui va devenir très important. Le voici en plus gros. Eh bien, c'est André Leroi-Gourhan, que vous voyez ici en 1947 à côté de Rivet à la Société des Américanistes, encore un intérêt pour l'Amérique. Mais ce qu'on sait moins, c'est que Leroi-Gourhan a beaucoup travaillé en anatomie. Vous le voyez ici, très jeune, en train de mesurer des crânes. Et Philippe Soulier, qui est un de ses élèves les plus proches, a bien analysé ça dans cet article où il montre que Leroi-Gourhan était tout à fait passionné par l'anthropologie physique. Ce n'est pas, on voit, moi j'ai connu Leroi-Gourhan très bien, j'ai fait plusieurs campagnes de fouilles à Pincevent, on voit l'ethnologue, on voit le paléoethnologue, mais on voit moins l'anatomiste. Or, par exemple, dans un travail qu'il avait fait sur une nécropole mérovingienne, vous voyez, il décrit les brachycéphales, etc. Il essaye de faire une classification numérique. Et puis, il nous livre aussi ce magnifique ouvrage qui est le dérivé de sa thèse de science sur l'architecture crânienne en anatomie comparée des vertébrés. Donc, Leroi-Gourhan est vraiment l'héritier de cette tradition. Malheureusement, le divorce entre l'anthropologie biologique et l'anthropologie culturelle va se produire, surtout après la guerre. Les socio-anthropologues considèrent que faire de la biométrie, c'est être nazi, donc il y a un petit problème de ce point de vue-là. Et vous avez des ouvrages, vous voyez, en sciences historiques qui vont expliquer que finalement l'anthropologie physique, soit c'est une science coloniale inutile, ça ne sert à rien de mesurer les gens, soit, vous voyez, réflexion sur la décadence de la société d'anthropologie. Donc les sciences sociales maltraitent un petit peu l'anthropologie physique. Et en fait, Marcel Mauss, qui avait, chef d'école de la sociologie française, qui avait candidaté à diriger le musée d'ethnographie du Trocadéro, mais qui n'avait pas été retenu, il vend un peu la mèche, là il dit qu'en fait non, ce qui est certainement une science coloniale utile, c'est l'ethnologie, c'est de savoir ce qu'il y a dans la tête des gens, c'est pas tellement de mesurer leur crâne. Donc l'anthropologie physique, si elle a été inutile, c'est qu'elle a été inutile à la colonisation, tout simplement. Et pour conclure, donc, cette réflexion sur ce divorce, c'est que aux États-Unis, alors aux États-Unis, vous avez une figure très importante qui s'appelle Franz Boas, qui naît en 1858, donc vous voyez à peu près aussi au moment de la fondation de la Société d'anthropologie. Donc c'est la génération suivante par rapport à un ami. Boas, il est encore étudiant en physique quand le musée d'ethnographie ouvre. Mais Boas va bouleverser, après sa migration aux États-Unis, l'anthropologie en faisant vraiment une science sociale, bien qu'il vienne aussi au départ un petit peu de l'anatomie et qu'il ait fait des travaux de biométrie sur les migrants.
Mais aux États-Unis, jusqu'à maintenant, si on veut devenir un anthropologue social, on doit valider ce qu'on appelle les 4 champs, les 4 piliers, que sont l'archéologie, la linguistique, l'ethnographie bien sûr, et l'anthropologie biologique. C'est-à-dire que tout ethnologue américain connaît les lois de Mendel, connaît les australopithèques, connaît la génétique, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas en France, où les ethnologues viennent de milieux littéraires, passent des bacs littéraires, vont dans des facs littéraires, et donc considèrent que dès qu'on fait de la biométrie, on est un nazi. Alors, cette évolution-là, elle est bien décrite dans le livre d'Alice Conklin, là, finalement très centré sur l'école française et le muséum et le musée de l'homme. Et pour finir, donc, moi je plaide donc pour qu'on réunisse les disciplines. Quand on rencontre un de nos frères humains comme ça, on va bien sûr se demander pourquoi cette couleur de peau, pourquoi ses cheveux, pourquoi, qu'est-ce qu'il a mangé, quelle est son écologie humaine en quelque sorte. On va mesurer le crâne de ses ancêtres, on va faire de l'ADN bien sûr, et puis on va s'interroger sur son rapport justement avec ce crâne, quelles sont ses croyances, etc. Donc l'anthropologie, les 2 anthropologies que sont l'anthropologie biologique et l'anthropologie culturelle, qui s'ignorent presque mutuellement actuellement, voire se méprisent un petit peu, en fait elles procèdent d'un héritage de 4 phages et de Hamis, c'est-à-dire qu'on approche les choses de façon holistique, puisque finalement, nous sommes maintenant tous interconnectés. Et je vous remercie.